Merci beaucoup, merci Karine. Bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui. Alors, on s'est mis en mode table ronde, enfin plutôt, on va dire écran plat. Nous n'avons pas la convivialité nécessaire à ce type d'événement vu la période, mais néanmoins, on est ravis de pouvoir maintenir ce webinaire et avoir cet échange ce matin avec vous. Alors, le sujet d'aujourd'hui est bien sûr relatif à l'impact du contexte sur les enjeux de qualité de vie au travail, sur la gestion du stress. Nous savons bien que il est assurément bien sûr trop tôt d'appréhender avec certitude toutes les conséquences de la crise que nous traversons, d'ailleurs dont nous ne sommes malheureusement pas encore sortis. Mais il nous a semblé important ce matin de faire appel à des scientifiques de l'Université de Clermont-Ferrand, Laurie Mondillon et Frédéric Dutheil, pour qu'ils nous fassent part un petit peu de leur analyse. Nous voyons bien, nous sommes face à des enjeux de management peut-être nouveaux, d'organisation du travail, d'impact du télétravail sur le bien-être aussi des collaborateurs. Et c'est tous ces sujets que nous avons souhaité ce matin évoquer avec notre partenaire maintenant depuis quelques mois, Witifit et notamment Thomas Cornet. Et ce que je vous propose tout d'abord, c'est qu'on puisse faire un petit tour de table et puis que nous puissions entamer justement sur ce thème. Est-ce que nous allons vers une nouvelle ère du management en faisant appel à la qualité et à l'expérience de nos scientifiques ce matin? Thomas. Oui, bonjour à tous. Alors, je suis désolé, j'ai un petit problème de caméra, mais vous m'entendrez plus que vous me verrez pour le coup. Donc, enchanté de vous retrouver. Donc, effectivement, on travaille maintenant depuis un certain temps avec Myriam et S2H. L'objectif qu'on a aujourd'hui, c'est bien sûr de vous montrer un petit peu l'importance et ce qui se cache derrière l'être humain, surtout dans ces moments-là. Moi, je suis très très fier de pouvoir avoir avec nous Laurie et Frédéric parce qu'ils travaillent vraiment beaucoup sur ces sujets et j'espère que vous apprendrez effectivement plein de choses autour de ça et que ça vous donnera l'élan d'aller plus loin. Voilà. Merci Thomas. Je propose à Laurie Mondillon et à Frédéric Dutheil de se présenter et de peut-être de nous dire aussi, on sait que Witifit est un outil qui a été travaillé à l'Université de Clermont-Ferrand. Peut-être nous dire pourquoi vous êtes engagé dans ce partenariat et en quelques mots, et puis vous présenter et vos travaux, bien évidemment. Laurie, pour commencer. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je travaille donc à l'université Clermont-Auvergne hein, et je travaille essentiellement donc sur le stress, sur aussi la prise de décision en situation de stress, les techniques de gestion du stress, et puis les personnes aussi sur les différences entre les personnes qui ont tendance à être soit des personnes qui régulent moins bien les situations de stress et puis des personnes qui régulent mieux. Voilà, les différences interindividuelles. Alors, comment je suis arrivée sur Witifit, qui est un superbe outil évidemment, c'est très récemment finalement, j'ai été contactée par Frédéric Dutheil qui va prendre la parole juste après moi et qui travaille déjà depuis très longtemps avec Thomas sur le sujet. J'ai tout simplement participé à une table ronde et voilà comment je suis arrivée là-dessus. Merci Laurie. Alors Frédéric, justement, ce partenariat entre l'université et Witifit, et puis bien sûr vous vous présentez. Bonjour, enchanté. Merci à tous, merci à vous pour l'invitation. Frédéric Dutail, je suis professeur en médecine, professeur en médecine du travail, plus spécifiquement. Et donc aussi directeur de l'équipe stress physiologique et psychosocial, donc au CNRS, avec Laurie. En fait, Witifit, c'était une vieille idée qu'on avait chacun essayé de faire de notre côté. Moi, en 2012, j'avais pris six ingénieurs pour faire, on va dire, les prémices de Witifit. Ils avaient chacun des missions dédiées, mais en fait, la réalité, c'est que ça a été un échec absolument complet. Par contre, du coup, ça a contribué à me faire un petit peu connaître et naturellement, Thomas et Samuel
m'ont contacté puisque finalement ils avaient exactement le même souhait, c'est-à-dire faire construire un outil de prévention au travail et chose très importante, qui prennent le contexte global et l'intégralité du contexte professionnel. Donc, c'était pas simplement se focaliser sur un ou deux aspects, mais c'était vraiment un concept holistique. C'est l'individu dans son ensemble. Et en fait, ça repose exactement sur la définition de la santé de l'OMS. La définition de la santé de l'OMS, c'est un état de complet bien-être physique, psychique et sociale. Et la partie et sociale, en particulier la partie au travail, en tout cas à l'époque, voilà, il y avait strictement, il y avait personne qui faisait ça. Et donc ils ont tout à fait compris l'intérêt des nouvelles technologies et le concept gagnant-gagnant en fait qu'il peut y avoir entre toutes les différentes parties, et que ce soit aussi bien pour l'employeur que pour l'employé, que pour la recherche d'une façon générale. Ça c'est l'autre chose, hein, ce qui m'a énormément séduit avec Samuel et Thomas, c'est que dès le début, ils avaient une volonté de faire progresser des connaissances scientifiques. Donc, dès le début, hein, c'était même pas une option ou quoi que ce soit. Dès le début, on était sur un partenariat à tous les sens du terme. Vous parlez justement, Frédéric, de cette vision holistique. Pour vous, est-ce que, pour commencer, vous pourriez nous donner quelle est votre définition pour vous de la qualité de vie au travail? Et au-delà d'obligations légales, pour vous, on entend aussi, on l'a vu avec Thomas, nous avions fait une précédente enquête avec Jérôme Fourquet et l'IFOP, où l'une des demandes, en tout cas des collaborateurs au moment du premier déconfinement, était que le monde du travail de demain soit différent du monde du travail d'avant, on va le dire comme ça, et surtout qu'il y ait un investissement massif dans la qualité de vie au travail. Alors, la qualité de vie au travail, elle peut dire plein de choses, elle peut représenter plein de choses. Nous avons aujourd'hui beaucoup de DRH qui nous écoutent. Est-ce que vous, en tant que scientifique, vous pouvez nous dire quelle est votre définition et qu'est-ce que vous avez envie de dire aux entreprises, justement, qu'est-ce que ça leur apporte aux entreprises? On est vraiment sur un concept gagnant-gagnant. Ça, c'est hyper important. C'est une entreprise qui va bien. C'est une entreprise qui va être plus compétitive, qui va gagner éventuellement plus d'argent, éventuellement, et où en fait tout ira bien. Un salarié qui va bien, qui est en bonne santé, être bien au travail, c'est moins d'absentéisme, c'est de meilleures idées, une meilleure productivité, un meilleur bien-être d'une façon générale. Donc, la qualité de vie au travail, je pense qu'il faut faire très simple, hein, c'est juste être bien d'une façon générale. Être bien au travail, oui, mais après, je reviens sur le concept holistique. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que tout est lié et je vais prendre un exemple. L'exemple de l'activité physique, par exemple. Si vous regardez le nombre de publications sur l'activité physique, vous en avez plusieurs centaines de milliers. Si vous regardez maintenant à quelle activité physique ces publications se sont intéressées, la plupart, plus de 95%, c'est l'activité physique de loisir. En fait, il y a très peu de recherches sur le monde du travail. Or, on passe un tiers de notre vie au travail. Et si on fait de l'activité physique pour certains métiers, la plupart du temps, on peut parler aussi de sédentarité, hein, sédentarité et activité physique, c'est en particulier et en majorité dans le contexte professionnel. Finalement, la vie de loisir, je dirais, c'est un épiphénomène, hein, parce que quand vous enlevez le temps pour dormir, le temps pour manger, le temps pour, etc., finalement, la vie de loisir pure, elle est relativement limitée. Donc, tout est relié et interrelié. Et quelqu'un qui est bien au travail, c'est aussi quelqu'un qui, a priori, va être mieux chez lui, va être mieux dans sa vie personnelle et réciproquement, hein, s'il y a quelqu'un qui a des soucis familiaux, ça peut retentir sur son travail aussi. Donc, les employeurs ont tout intérêt à ce que leurs salariés aillent bien. Et dans tous les domaines, hein. Par exemple, hein, des choses qui
considéré comme non professionnel? Je sais pas, on peut parler de l'alimentation par exemple. Est-ce que c'est à l'employeur, par exemple, de s'intéresser à l'alimentation de ses salariés en dehors du travail, hein? Je dis bien en dehors du travail. Après, si on parle du repas du midi, ok, ça peut concerner l'employeur plus directement, ou en tout cas, la question se pose moins. Mais est-ce que l'employeur a à s'intéresser, par exemple, euh, au hors-travail? Pour moi, la réponse est oui, parce que on est sur un concept gagnant-gagnant. Si on améliore la santé des salariés, a priori, l'entreprise ira mieux. Merci Frédéric. Et Laurie, alors on parle aussi bien sûr forcément du bien-être psychologique. Quelle est votre définition à vous du bien-être psychologique? Alors c'est vrai que le mot bien-être déjà c'est quand même un terme relativement éculé, hein. On en entend beaucoup parler, il y a une mode aussi hein, très forte sur ce domaine-là, avec un peu, j'aime bien dire, à boire et à manger autour de ce concept. Mais il se trouve que la science y donne quand même une définition qui n'est pas forcément la définition de monsieur et madame tout le monde en fait, c'est pas forcément très intuitif. C'est une définition qui à la base comporte en fait six composantes qui ne sont absolument pas liées au fait d'être en joie permanente, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ne ressentir aucun stress, parce que le stress, en fait, le stress ponctuel, en tous les cas, c'est la vie. L'animal humain est fait, comme tous les autres animaux, pour ressentir des stress ponctuels. L'important, c'est qu'il soit capable de faire face à ces stress-là et à retrouver une forme de résilience après. C'est pas forcément de l'optimisme non plus, c'est pas forcément être ultra relaxé. Mais en tous les cas, c'est plus associé donc ce que je vous disais, six composantes, et on va retrouver à l'intérieur de ça notamment ce qu'on appelle l'autonomie, c'est-à-dire la capacité à sentir qu'on est en contrôle soi-même, sans forcément avoir besoin, être dépendant finalement d'un autre système pour pouvoir être bien et pour agir sur son environnement et pour s'y adapter face notamment à ses exigences. On va retrouver également d'un autre côté la maîtrise pure de l'environnement, pas seulement de manière autonome, mais cette fois-ci avoir la sensation que quand on fait quelque chose, quand on agit finalement, quand on fait une tâche au travail ou chez soi si on est en télétravail, eh bien on agit vraiment et que ça a des conséquences qui sont visibles et qui sont palpables tout simplement. C'est-à-dire qu'on sert à quelque chose, si vous voulez, ça donne la capacité de faire face au stress ponctuel notamment, pour pas sombrer justement dans ce qu'on appelle le stress chronique, qui lui, par contre, n'est absolument pas adaptatif et amène à un effondrement des ressources physiologiques, du système immunitaire, de la capacité à gérer les problèmes au quotidien, puisque le psychologique aussi s'effondre également. On va retrouver d'un autre côté tout ce qui relève de la croissance personnelle. Donc là, c'est vraiment la sensation d'avoir des buts dans la vie, la sensation de s'épanouir, d'apprendre aussi, d'avoir l'impression de développer des compétences également, pas juste stagner, hein. L'animal humain, peu importe, hein, ça reste un animal. C'est un être qui a besoin effectivement de croître finalement, d'apprendre des nouvelles choses et de se développer. Donc là aussi, c'est au travail, eh bien, ne pas forcément rester toujours sur les mêmes tâches, c'est apprendre des nouvelles choses avec cette sensation de maîtriser cet apprentissage. Donc il faut se mettre en place des buts atteignables, bien entendu, hein. Si on se met des buts ici qui sont pas atteignables, eh ben, c'est impossible à faire et donc forcément ça va être un échec et on va échouer et le bien-être ne sera pas au rendez-vous. On va retrouver également ce qui relève des relations positives avec les autres. Ça, c'est très important, hein. Je remercie Frédéric qui a mentionné la définition de santé de l'OMS. C'est aussi un bien-être social, hein, psychologique, psychique et social. Donc, l'animal humain, il faut savoir que j'aime bien employer ce terme-là, hein, l'animal humain, parce que c'est la vérité. C'est un animal, en fait, qui est social, qui est sociable. Il fait partie de cette catégorie d'animaux. Il a besoin de relations positives et notamment de soutien social. J'y reviendrai tout à l'heure. S'il n'en a pas, on sait que sa santé psychologique et physique diminue, son immunité diminue. On sait que les individus qui ont moins de relations sociales au travail, sont des individus dont l'immunité est moins bonne. Ça, il y a vraiment des travaux là-dessus, c'est très clair. Ce sont de très bons travaux, très bien faits dans les meilleures revues scientifiques au monde. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc c'est vraiment fondamental, c'est la base. Donc ce que j'ai envie de dire finalement, c'est que le bien-être psychologique, c'est pas tellement une définition un petit peu édulcorée ou très jolie qu'on entend souvent, hein, mais c'est plus quelque chose d'assez pragmatique qui renvoie à des besoins fondamentaux de l'animal, tout simplement, hein, et qui a quelques particularités concernant l'humain, bien entendu, parce que l'humain a cette capacité à anticiper les choses, donc il va falloir pour lui diminuer l'incertitude de ce qui pourrait arriver pour qu'il soit moins anxieux. Ça, c'est vraiment la base, hein. Les anxieux sont des gens qui craignent l'incertitude, il va falloir diminuer cet aspect-là.
Et il faut savoir quand même que les individus qui ressentent un sentiment de bien-être subjectif plus important que la moyenne, que ce soit au travail comme dans la vie privée, hein. D'ailleurs, Frédéric a bien mentionné que les deux étaient tout à fait, fonctionnent tout à fait de concert, hein, sont les corollaires complètement, hein. Ce sont des individus en fait qui échangent mieux avec les autres, qui ont des relations de meilleure qualité, bien sûr. Et ce sont des individus aussi qui sécrètent moins d'hormones du stress. Je parle ici notamment de cortisol et autres, qui a un impact bien sûr sur l'activité cérébrale, qui ont moins de ce qu'on appelle de l'inflammation à bas bruit. L'inflammation à bas bruit, c'est un recrutement du système immunitaire un petit peu permanent, un petit peu en permanence, mais un petit peu trop, si vous voulez. Il en faut un peu, il en faut pas trop. Là, c'est en permanence recruté, ce qui donne lieu, sur le moyen et le long terme, à une désynchronisation des axes neuro-immunitaires, des axes hormonaux, ce qui va impliquer des problèmes de santé, tout simplement. C'est vraiment ça que le maître au travail creuse le lit des pathologies sur le moyen et le long terme. Donc, se focaliser sur l'amélioration du bien-être psychologique au travail, c'est évidemment fondamental. C'est très d'actualité et c'est tant mieux. Merci Laurie. Alors, on nous demande si on peut avoir certaines sources des publications. Donc, on fera à l'issue, bien évidemment, on vous mettra bien sûr quelques références. C'est forcément extrêmement important de donner vos propres définitions. Et en même temps, on voit bien que la crise, et c'est peut-être a permis, ou en tout cas, elle permet de faire un focus important sur les relations au travail, sur les nouvelles organisations du travail. Je ne veux pas dire que c'est un bien, néanmoins, cette crise, c'est difficile de dire que cette crise est un bien, mais néanmoins, on voit bien que sur les relations au travail, c'est important qu'il y ait ce focus qui soit mis de façon extrêmement forte. Il y a un impact également sur le management. Frédéric, c'est vous que j'ai envie d'entendre par rapport à cela. Vous parliez tout à l'heure de ce besoin d'embrasser toutes les composantes de l'engagement au travail, de la santé au travail, de sa place, de sa reconnaissance, toutes ces composantes-là, de son sens au travail aussi. Aujourd'hui, est-ce que pour vous, la crise pourrait être finalement un tremplin pour faire évoluer les conditions de travail? Oui, c'est clair. En fait, pas plus tard qu'hier, il y avait enfin, une grosse réunion au niveau du CHU avec toutes les organisations syndicales, etc., la DRH, très clairement, de l'avis de tous, les gens se sont aperçus qu'ils peuvent fonctionner différemment. C'est-à-dire qu'il y avait des tâches, par exemple, on va prendre un exemple, un télétravail, même si beaucoup en parlent, il y avait tout un tas de tâches que finalement, les employeurs, les managers pensaient que c'était totalement impossible à faire en télétravail. En fait, ils se sont aperçus que certaines tâches, c'était tout à fait possible. Et inversement, il y avait des personnes qui pensaient que le télétravail était très bien et qui se sont aperçus que finalement, ben oui, c'est bien, mais à petite dose, on va dire. Donc quelque part, il y a un petit peu tout qui est réinventé. Il y a beaucoup de frontières qui ont bougé. C'est-à-dire que c'est comme souvent, c'est jamais tout blanc ou tout noir. Il y a des choses bonnes à prendre partout, mais c'est sûr que de toute façon, il faut se voir. Et c'est sûr que, par exemple, comme ce qu'on fait ce matin, hein, par exemple, oui, c'est très bien, on peut échanger pendant 1 heure ensemble, mais il y a tout l'informel qui est perdu. Et finalement, avant, quand on allait dans ce type d'événement, ben, même si on parlait que 10 minutes, en pratique, il y allait peut-être y avoir 2, 3, 4 heures de discussion informelle avec les différents acteurs. Et c'est toujours lors de ce type d'événement qu'on fait avancer les choses et qu'on rencontre d'autres partenaires. Et c'est pas simplement le fait de parler quelques minutes, 10 minutes, 20 minutes, c'est tous les à côté. Et il y a tout ça qui est perdu avec le télétravail, par exemple, hein. Toutes les relations quotidiennes où finalement c'est là qu'on résout les problèmes. On les résout pas lors de réunions privées, etc. C'est au détour d'un couloir, en croisant quelqu'un, etc. Donc oui, toutes les frontières bougent, hein. J'ai juste pris l'exemple du télétravail, mais il peut y en avoir d'autres. En fait, la crise, la pandémie, à mon avis, est un formidable tremplin pour faire
prendre conscience de plein de choses. Enfin, je vais juste prendre un autre exemple. Je sais pas, on peut parler par exemple de la pollution atmosphérique. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais par exemple, dans certains pays, l'Everest, même si c'est le toit du monde, il y avait des personnes qui n'avaient jamais vu l'Everest de leur vie. Et du fait que la pollution atmosphérique soit diminuée, même si ils habitaient à plusieurs centaines, voire parfois plusieurs milliers de kilomètres, on a des photos, il suffit que vous regardiez sur Google, hein. Il y a des gens qui ont vu pour la première fois de la vie l'Everest de chez eux, juste parce que la pollution a diminué du fait du confinement. La pollution, ça peut être la pollution aux particules, etc., mais ça peut être aussi la pollution sonore, ça peut aussi être... Enfin, il y a plein de choses. Il y a des gens aussi qui ont redécouvert le fait d'aller au travail à pied, par exemple, ou en vélo. Enfin, les exemples sont multiples, hein, mais la crise a effectivement complètement changé les pratiques. Et pourquoi est-ce qu'ils ont été au travail à pied ou en vélo? Parce que il y en a certains, soit il y avait plus de transport en commun, par exemple, soit ils avaient peur de prendre les transports en commun. Au début, hein, il y a eu une certaine panique vis-à-vis du Covid, la peur d'être contaminé ou la peur de contaminer autrui. Il y a tout un tas de personnes qui vivent avec des parents qui sont âgés, avec des personnes en situation de handicap, et en fait, ils ne veulent pas, c'est pas forcément pour eux, c'est ils ne veulent pas transmettre la maladie à autrui. Mais bon, voilà, j'ai juste pris 3 exemples, hein, mais on pourrait démultiplier les exemples. Oui, très clairement, la pandémie est une occasion unique pour réfléchir aux conditions de travail d'une façon générale et aux modalités de travail. Ça, c'est clair. Et justement, alors Laurie, vous parliez tout à l'heure avec Frédéric du rôle social, bien évidemment, du collectif que peut être une entreprise. On voit bien qu'il y a quand même, dans des situations de télétravail, une forme de détresse psychologique, un risque d'isolement. Pour vous, et on parle du stress, donc quelle est votre analyse pour vous, justement, autour de cet enjeu de l'impact de la crise sur le niveau de stress, et notamment par rapport à cette situation de télétravail, mais pas seulement, aussi d'incertitude. Voilà, je dis pas que nous sommes tous hypocondriaques, mais on voit bien qu'il y a quand même tout le monde ne réagit pas de la même manière aux annonces qui sont faites et à la situation du Covid. Donc voilà, quelle analyse et quel point de vigilance vous pouvez nous donner par rapport à cela? Oui, alors il me semble que cette situation a effectivement des aspects positifs et des aspects négatifs, hein, c'est évident. D'ailleurs, Frédéric vient d'en mentionner plusieurs des deux types, hein. Déjà, côté avantage, il me semble que en tout cas pour ceux qui arrivent à travailler, hein, parce qu'évidemment, il y en a beaucoup qui n'y parviennent pas et qui n'ont pas d'ailleurs de vision sur l'avenir, ce qui rend les choses extrêmement compliquées. Je vais revenir là-dessus, notamment sur la notion d'incertitude quant à l'avenir. D'un côté, il y a effectivement des avantages. Alors, ce qui est beaucoup relevé dans les différents baromètres, hein, et dans les différentes études épidémiologiques, c'est que les individus ont la sensation de gagner justement en maîtrise de l'environnement. Tout à l'heure, je vous parlais qu'il s'agit d'une composante du bien-être. Effectivement, ils gagnent en maîtrise de l'environnement, en tout cas sur l'immédiateté de leurs tâches. Ils gagnent notamment en maîtrise du temps, maîtrise de leurs horaires, capacité à concilier vie privée, vie professionnelle. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez agréable, notamment pour les personnes qui vivent sur la région parisienne et qui ont par exemple 1 heure de métro ou de RER à faire le matin. C'est quand même énorme de gagner autant de temps pour pouvoir justement le mettre d'ailleurs à profit des relations de qualité avec peut-être des proches notamment, puisqu'il s'agit des gens qui seront pas compliqués, on va dire, qui seront simples, je veux dire, d'accès pour ne pas les contaminer. Donc les gens qui sont dans le foyer. D'un autre côté, les individus, il y en a certains qui gagnent en autonomie. Là, c'est bien entendu à condition que les tâches qui leur sont allouées quand ils sont en télétravail leur permettent de faire ce travail-là de manière autonome, à condition que le patron ou les personnes, les managers, les gens qui sont en charge de leur donner des tâches, leur laissent une marge d'autonomie. Effectivement, ce qu'on peut revoir souvent, c'est des personnes qui peut-être ont moins confiance en la capacité de travail des gens lorsqu'ils sont chez eux, qui leur laissent du coup moins d'autonomie, qui leur disent voilà, tu as intérêt derrière ton ordinateur à faire ci, ça et ça. Ça, c'est de l'hyper-contrôle qui va enlever de l'autonomie et de la capacité de maîtrise chez les individus. Et ça va être effectivement l'aspect négatif et problématique du télétravail. En revanche, si on choisit de faire confiance et qu'on regarde simplement le travail qui est fait, hein, tout simplement, c'est-à-dire de pas finalement être payé au présentiel, mais plus comment dire, à la performance, hein, in fine, ce qui est fait, ce qui est rendu.
eh bien, on va pouvoir augmenter comme ça cette sensation d'implication personnelle dans le travail, d'autonomie et de maîtrise dans l'environnement qui va être extrêmement bénéfique pour la performance et donc pour l'ensemble de l'entreprise. Donc ça, c'est un point quand même qui est extrêmement positif. Puis il y en a un autre, mais là, ça dépend vraiment des gens et de leur type de personnalité. C'est cette notion de s'accepter soi-même qu'on retrouve aussi dans le bien-être psychologique, hein. C'est une des 6 composantes. Alors s'accepter, ça implique aussi de se retrouver un peu avec soi-même. Alors évidemment, la situation de télétravail et de confinement, de fait, implique de se retrouver avec soi. Alors on a des individus extrêmement hyperactifs qui ont des grosses difficultés avec cet aspect-là, et puis d'autres qui finalement découvrent, comme le disait Frédéric, que eh bien, la pollution sonore étant moins présente, ça fait du bien en fait. On est moins saturé d'informations. Il y a moyen effectivement de retrouver une forme de sérénité sur certains aspects. Alors, ça, c'est pas valable pour tout le monde, hein. C'est pour ceux qui aiment se retrouver avec eux-mêmes, qui aiment peut-être aussi méditer ou autre, hein, à voir. Et puis, il y a d'autres personnes également, ceux notamment qui sont sujets aux attaques de panique, hein, les anxieux, etc., qui peuvent au contraire ne pas aimer du tout se retrouver avec eux-mêmes. Ça peut même être déclencheur de problèmes, voire d'attaques de panique. Donc, ce sont euh, finalement, j'ai envie de dire que cette situation de confinement, c'est une situation qui va à certains et moins à d'autres. Donc, je suis d'accord avec ce que disait Frédéric, à savoir que le télétravail, c'est bien, mais à petite dose, et ça dépend pour qui aussi. Il y a des gens, alors là, on est effectivement tous obligés d'y être, hein, mais à un moment donné, plus tard, il va falloir qu'on se déconfine, et à ce moment-là, je pense effectivement qu'il va falloir donner le télétravail, promouvoir le télétravail chez certaines personnes et chez d'autres peut-être un petit peu moins à voir. Et puis les aspects plus inconvénients, alors évidemment, c'est cette notion d'incertitude. Vous le savez, dans toute situation de crise, il y a de l'incertitude. C'est inhérent au fait même d'être dans une situation de stress, hein. Le stress, psychologiquement, hein, les réseaux cérébraux dans le cerveau, hein, qui sont impliqués dans la situation de stress, c'est des réseaux cérébraux qui sont associés à l'incertitude. Je ne sais pas ce qui va se passer et donc je vais commencer à être anxieux, par exemple, ou à avoir peur, tout simplement. Alors, ça, c'est bénéfique dans la situation. C'est-à-dire que, on l'a tous remarqué, les gens qui ont peur sont des gens qui respectent mieux les consignes et qui prennent les meilleures décisions pour leur santé et pour celle des autres. Peut-être à outrance, hein, pour certains, peut-être d'un point de vue pathologique, ça dépend. Mais en tous les cas, c'est plutôt bénéfique, on va dire, pour ne pas augmenter la pandémie. Mais il y a un autre aspect qui est très important, et ça, c'est des travaux qu'on a fait ici à Clermont-Ferrand, qui montrent qu'en situation de stress, alors, c'était des travaux sur tout ce qui est stress lié à des catastrophes naturelles, hein, mais on sait que les processus cognitifs qui sont impliqués dans ce domaine-là et les voies cérébrales qui sont impliquées sont les mêmes, quel que soit le type de situation stressante dans lesquelles on va prendre une décision. Donc, c'est pareil dans n'importe quelle situation. Et il se trouve que quand on est dans ces situations-là où on doit prendre une décision qui va être importante pour soi et pour la communauté, hein, pour l'entreprise par exemple, il est très important cette fois-ci de réduire l'incertitude et la peur associée à cette incertitude quant aux conséquences des choix que l'on va faire. On peut avoir peur par rapport à la situation elle-même, de ne pas savoir ce qui va se passer par rapport au Covid ou par rapport à d'autres choses, mais savoir que si je prends une décision, je suis sûre de ce qui va se passer derrière. Ça, c'est très important. Ça va permettre d'enclencher les réseaux cérébraux qui permettront les meilleures décisions et notamment les décisions qui sont en accord avec les directives à la fois gouvernementales, les directives sanitaires et les directives des managers, des patrons d'entreprise, peu importe. Donc ce sont des individus qui prendront finalement les meilleures décisions statistiquement parlant, ça c'est un fait, qui permettront donc au plus grand nombre finalement de se porter bien, plutôt que de choisir faire un choix finalement qui est complètement égocentré. Voilà, il y a vraiment des travaux là-dessus, il y en a de plus en plus sur la prise de décision en situation de stress, c'est vraiment fondamental. Et puis un autre aspect qui est important, c'est la notion de relations interpersonnelles. Donc on l'a dit, hein, il faut des relations de qualité pour l'animal humain, sinon il ne fonctionne pas bien, à la fois en termes de santé, mais de prise de décision aussi, de relations interpersonnelles. Donc moi aussi j'ai envie de dire le télétravail oui, mais à petite dose, pas intégralement. Tout simplement parce que les relations interpersonnelles sont basées aussi beaucoup sur du comportement non verbal, donc à 80% notamment. Le verbal, en fait, contrairement à ce qu'on croit, est beaucoup plus minoritaire et c'est très, très, très important et fondamental de pouvoir le mettre en place. Alors évidemment, il vaut mieux, j'ai presque envie de dire, dans certains cas, qu'on se voit sur un écran plutôt que de se voir avec un masque, parce que ça, c'est absolument terrible pour les relations interpersonnelles.
Mais en tous les cas, voilà, il faut essayer de ménager un petit peu les deux. Et puis, si possible, après, si on reprend avec un peu plus de télétravail, puisque c'est évidemment vers ce système-là que va un peu plus la société, il va falloir essayer de ménager un petit peu les choses, de mélanger un peu de télétravail. Un jour, on y va, on va au contact des autres. Ça, c'est vraiment fondamental pour la spontanéité des relations et la qualité des relations. À vous écouter, il est évident en effet qu'il y ait aussi un accompagnement des managers aussi pour avoir une vigilance. Et on y reviendra, mais je pense que là-dessus, c'est extrêmement important de ne pas les laisser gérer seuls aussi cette situation. Frédéric, vous êtes coordinateur de l'étude Covid-Stress. Je sais, à juste titre, on se plaint bien souvent que les situations de travail sont peu analysées dans notre pays ou même dans beaucoup d'études. Je sais que c'est un de vos chevals de bataille autour de cela, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'étude Covid-Stress et quels enseignements on peut en tirer, justement? Vous pouvez nous dire d'ailleurs, quel est le rôle de cette étude et qu'est-ce qu'elle analyse? En fait, le rôle de cette étude, finalement, c'est un petit peu de faire de la médecine 4P. Donc, qu'est-ce que c'est que la médecine 4P? C'est faire de la médecine préventive, mais en s'appuyant sur les comportements volontaires des personnes. Donc, ceux qui répondent à l'étude, quelque part, c'est de la médecine participative. Ils acceptent de répondre à un questionnaire, donc de participer. Donc, c'est de la médecine préventive, participative. Et l'idée, et là aussi c'est un petit peu le concept de WityFit, c'est de pouvoir proposer à terme une réponse personnalisée et individualisée pour en fait voir où sont les problèmes, tout simplement, déjà faire un diagnostic et quels sont les problèmes d'une façon générale ou du fait du Covid, qu'est-ce que ça a pu changer. Mais je rappelle que ma spécialité, la santé au travail, finalement, il y a très peu de recherche en santé au travail. Je l'ai déjà dit, mais c'est très facile de regarder. Euh, Globalement, on sait très peu de choses sur l'influence du travail. Je vais faire une critique un petit peu sur ma spécialité, mais heureusement, ça va changer et grâce aux outils informatiques. Mais on a la chance d'avoir une organisation de la santé au travail en France telle qu'elle est, mais pour l'instant, on n'a toujours pas de données de santé au niveau des populations, grâce notamment à ce formidable réseau qu'est la santé au travail. Je vais être un petit peu méchant, mais allez-y, allez-y. Oui, Covid-Stress, c'est quand même une étude sur, je crois, vous m'aviez dit 15 000 réponses à l'international. Ouais, on est un peu plus maintenant parce qu'il y a eu chaque fois que je fais une petite émission de radio, que je passe à la télé ou quelque chose, il y a tout de suite un pic de 1000 ou 2000 réponses. Là, on est à 20 000 à peu près. 20 000 réponses. Et qu'est-ce Ouais. que ça cherche, justement? Qu'est-ce que ça analyse? Est-ce que vous pouvez nous redonner le cadre Alors, de l'étude? oui, bien sûr. Et en fait, c'est tout simplement des questionnaires. Il y a un questionnaire global, et ce questionnaire global, il y a une cinquantaine de questions. Il est là pour survoler tous les problèmes. Par exemple, sur les 50 questions, vous avez une question sur l'activité physique. C'est simplement combien d'heures d'activité physique par semaine est-ce que vous faites? Juste une seule question. Donc, le questionnaire global, il est là pour avoir une vision d'ensemble. Et ensuite, il y a des questionnaires spécifiques pour ceux qui veulent aller plus loin. Par exemple, je reviens sur l'activité physique. On a un questionnaire spécifique activité physique où là, on va rentrer dans les détails, activité physique, de loisirs, laquelle, etc., quelle fréquence, quelle intensité, l'activité physique au travail, ça c'est hyper important, quel type d'activité physique, avec port de charge, pas port de charge, etc., quelle intensité, il y a la sédentarité aussi qui rentre dedans, quel moyen de locomotion pour se rendre au travail, etc. Je rappelle juste, ça c'est un niveau de preuve absolument... l'un des plus élevés. On a publié une méta-analyse il y a très peu de temps, il y a un mois. On peut diminuer la mortalité, donc le critère de jugement
ultime, la mortalité, jusqu'à un tiers, c'est-à-dire un tiers de moins de mortalité, si on a un moyen de transport actif pour se rendre au travail, jusqu'à un tiers de mortalité en moins, jusqu'à un tiers. Hein. Donc c'est des chiffres absolument majeurs, sachant que si on réduit la mortalité, bien sûr, vous avez tout ce que disait Laurie tout à l'heure. Elle parlait d'inflammation, elle parlait de fonctionnement cognitif, de bien-être mental, etc. Tout, ça veut dire que tout ça est aussi amélioré. Donc l'étude Covid-Stress, c'est une grosse étude internationale. Il y a tous les pays du monde. On a plus de 70 collaborateurs. Chacun des collaborateurs, en fait, se débrouille pour obtenir les accords éthiques dans son propre pays, puis à diffuser l'étude. Et l'idée, en fait, c'est de comparer un petit peu les facteurs socioculturels et puis les facteurs, d'une façon générale, d'organisation du travail aussi. Je vais prendre un exemple, l'exemple du confinement. Le confinement en Suisse a été totalement différent du confinement français. Le confinement suisse était plus un modèle incitatif, je dirais. Les gens étaient encouragés, les Suisses étaient encouragés à rester chez eux, mais on n'était pas dans la coercition. Donc le vécu du confinement, par exemple en Suisse, le premier confinement, celui du mois de mars-avril, celui du printemps, a été beaucoup mieux vécu que le confinement en France. Par exemple. Donc, l'idée, c'est c'est que cette étude permette, en particulier pour répondre à votre question vis-à-vis du travail, d'avoir des arguments fondés sur des preuves pour un petit peu voir les meilleures organisations de travail, les meilleures. Je vais prendre un autre exemple. Hein. Par exemple, très concrètement, il y a 800 millions de personnes dans le monde, c'est quasiment 1 milliard. Hein. Il y a quasiment 1 milliard de personnes qui sont en travail posté. Qu'est-ce que c'est le travail posté? C'est travailler la nuit, y compris la nuit, pour pouvoir assurer des missions qui ont besoin d'être faites H24, 7 jours sur 7. Donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Par exemple, si vous êtes médecin et si vous êtes urgentiste ou si vous travaillez dans un service d'urgence, des urgences, c'est tout le temps. Que ce soit la nuit de samedi à dimanche à 2 heures du matin, ou que ce soit le lundi matin, les services d'urgence ont besoin d'être ouverts tout le temps. Donc, par exemple, la question de l'organisation du travail de nuit, c'est un facteur absolument majeur. Et ça concerne quasiment 1 milliard de personnes. Donc, quel rythme de travail? Est-ce qu'il vaut mieux travailler en 3-8? Est-ce qu'il vaut mieux travailler en 2 fois 12 heures? 2 fois 12 heures, c'est travailler par exemple de 8h à 20h et de 20h à 8h le lendemain matin. Si c'est par exemple du 3-8, est-ce qu'il vaut mieux travailler à quelle heure est-ce qu'on coupe? Est-ce que c'est plutôt de 5h à 13h, puis 13h, 21h, puis 21h, 5h, etc. Ou est-ce qu'il vaut mieux prendre à 7h du matin, par exemple, 7h, 13h, etc. Et là, on peut avoir des réponses. Hein. Si vous regardez mes titres et travaux, par exemple, vous savez que le travail de nuit, par exemple, ça augmente la mortalité cardiovasculaire. Ça augmente, par exemple, les infarctus du myocarde. Ça, c'est un niveau de preuve absolument excellent. Qu'est-ce qui fait qu'on a un infarctus du myocarde? C'est les artères coronaires qui se bouchent. Les artères coronaires qui se bouchent, c'est le cholestérol, par exemple. On sait, c'est un très fort niveau de preuve, c'est non discutable, non négociable. Le travail fixe de nuit, c'est la condition la pire qui augmente et qui multiplie le risque d'avoir du cholestérol. Donc, par exemple, sur cet aspect spécifique-là, il vaut mieux très clairement travailler en 3-8 ou travailler en 2-12 plutôt qu'être fixe de nuit. Donc, au travers de l'étude Covid-Stress, on peut finalement faire de la médecine 4P, de la médecine préventive, participative, personnalisée. Et le 4e P, c'est prédictive. On veut aller jusque dans la prédiction. Et voilà. C'est en ça aussi que l'outil, en vous écoutant, c'est extrêmement important d'avoir des outils pour mesurer les choses et pour analyser les choses. Et puis 2, il faut agir. Alors, on a beaucoup d'opérationnels qui nous écoutent, justement. Alors, Laurie, j'ai posé la première question. Comment on agit? Comment on prend? On parlait tout à l'heure, par exemple, du stress, aussi du degré d'autonomie auquel vous avez sur lequel vous avez parlé, du manque de relations sociales. Concrètement, comment on peut rendre compte de cette situation de stress? Comment on y remédie? Et comment, en tant que manager qui nous-mêmes
sont parfois dans une injonction contradictoire, c'est-à-dire qu'on nous dit bien évidemment de prendre soin des collaborateurs, ce que nous voulons faire avec cet enjeu extrêmement fort de la crise, et en même temps, on voit bien qu'il y a une situation économique aujourd'hui dans les entreprises qui est extrêmement difficile, et de l'autre côté, il faut aller chercher du business aussi d'un point de vue très voilà. Donc il y a aussi ce sentiment parfois d'avoir des injonctions un peu contradictoires. Quels seraient les bons conseils que vous pourriez donner, notamment à la communauté RH ce matin? Alors, pour gérer le stress, il y a plein d'outils en fait. Ils gèrent pas tous, ils ne jouent pas tous sur les mêmes aspects de la gestion du stress. J'ai envie de dire que tous les outils, quels qu'ils soient, et je pourrais donner des exemples après, hein, sont des outils qui vont permettre de gagner en gestion émotionnelle et en gestion de ce qui se passe au niveau des voies basses du cerveau, hein, tout ce qui se passe au niveau cerveau animal, hein, cerveau reptilien, cerveau limbique qui est associé donc aux réactions émotionnelles et à tout ce qui se passe dans le corps, hein. On en parlait tout à l'heure, inflammation, problèmes cardiovasculaires, etc. En fait, il se trouve que dans le cerveau, on a des réseaux cérébraux, hein, qui sont régulés notamment par le préfrontal. Vous voyez cette espèce de masse là derrière l'os frontal. Là derrière, on a un peu le chef d'orchestre qui permet de prendre conscience de son propre état, d'avoir conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous, hein. D'ailleurs, certaines personnes ont moins de facultés à faire ça. Ce sont des gens d'ailleurs qui vont avoir plus de problèmes de santé, qui somatisent beaucoup plus. Mais quoi qu'il en soit, on a cette faculté, on a ce superbe système qui nous permet de prendre conscience et en retour de réguler ce qui se passe, notamment de réguler les axes dont on parlait tout à l'heure, hein, le système nerveux qui est branché à tous les organes, le système hormonal, etc., etc. Il se trouve qu'il y a des gens qui régulent moins bien. Et d'ailleurs, je vous donne un exemple très concret de ce truc-là, hein. Les attentats du 13 de novembre 2015, en fait, ce sont des attentats sur lesquels il y a eu beaucoup de travaux scientifiques derrière. Et on s'est rendu compte que du fait que les individus qui avaient vécu donc des stress aigus très importants, hein, bien sûr, qu'ils soient au Bataclan ou dans d'autres circonstances dans Paris, les individus en fait qui ont vécu tous ces stress aigus, mais qui n'ont pas développé de stress post-traumatique, c'est-à-dire de pathologies associées sur le long terme et de problèmes de santé physique, puisque les gens qui ont un stress post-traumatique sont des gens qui ont des problèmes de santé physique et notamment cardiovasculaires qui sont énormes, c'est incroyable hein, l'impact que ça a sur la santé physique. Eh bien, ce sont les individus qui n'ont pas développé ces choses-là, ce sont les individus qui ont ce système cérébral qui leur permet de réguler concrètement. C'est vraiment des gens qui ont un système de régulation optimal. Et alors, ce système de régulation optimale, c'est un système qui est associé au fait d'être capable de porter son attention de manière importante sur une situation ou sur une tâche ou sur un objet ou sur n'importe quoi en fait. Donc, plus on va travailler son attention focale sur quelque chose, plus on va être capable de prendre conscience de notre état avec une attention focale en empêchant son système corollaire dans le cerveau, qui est le système qu'on appelle de mind wandering en anglais, hein, c'est-à-dire la divagation de l'esprit, le bavardage de l'esprit, le fait qu'on n'est pas aux commandes, mais que l'esprit part un peu dans tous les sens, et il nous permet au passage d'éviter de faire attention à notre propre état, eh bien, plus ce système-là, finalement, qui est son corollaire, hein, lui, il est associé à la créativité, mais il le faut à petite dose. Donc, les gens qui ont le meilleur système de régulation, ce sont les gens qui n'ont pas développé le trouble de stress post-traumatique. Et on sait par ailleurs que ce sont les gens qui sont les plus résilients, finalement, qui ne sont pas forcément les gens les plus optimistes ni les plus heureux dans la vie, parce que ça, c'est un petit peu, on va dire, une image un peu édulcorée de la capacité à gérer le stress. Non, ce sont simplement des gens qui sont lucides, qui regardent les choses objectivement, problème plutôt que de l'éviter, qui vont se confronter à leur état émotionnel en fait, et qui vont mettre en place des techniques donc qui vont permettre de gérer, que ce soit le soutien social, que ce soit la capacité à reconnaître sa fragilité à un moment donné et à consulter une personne qui va permettre d'aller plus loin dans ce sens-là, notamment via des thérapies qui sont validées scientifiquement, évidemment, comme les thérapies cognitives et comportementales. Donc voilà, il y a vraiment des gens qui ont ce système cérébral, j'ai envie de dire, qui les rend plus aptes. Alors comment faire concrètement? On pourrait se dire, oui, mais moi, je pense que j'ai pas ce système, je pense que je fais pas partie de ces gens résilients et forts qui arrivent à surfer sur la vague plutôt que de couler. Je pense aussi, par exemple, que dans ma famille, il y a plein de gens qui n'en sont pas capables, donc génétiquement, je n'ai pas hérité de ça. Eh bien, détrompez-vous, j'ai une très bonne nouvelle, c'est que, en fait, ça se travaille. Ces réseaux cérébraux se travaillent grâce à des techniques qui permettent, je l'ai dit tout à l'heure, de centrer son attention
Alors il y a ces techniques-là, il y en a plein à l'intérieur, hein. Il n'y a pas seulement la méditation qui est à la mode, évidemment, pas du tout. On a des techniques aussi plus cognitives, hein, qui peuvent être enseignées par quelqu'un, soit un chercheur qui travaille là-dessus, soit tout simplement un psy qui s'y connaît là-dedans, hein. Vous avez des techniques qui permettent de recentrer son attention et des techniques de feedback aussi, biofeedback, où vous avez simplement un retour de ce qui se passe dans votre cerveau sur un écran. Et cet écran vous dit quelle est l'activité électrique qu'il y a dans votre cerveau. Et vous pouvez vous rendre compte à quel point vous êtes capable de focaliser votre attention finalement, plutôt que de laisser l'esprit vagabonder ou divaguer. On a tout ce qui relève évidemment ça c'est très important, Frédéric l'a mentionné tout à l'heure, de la non-sédentarité, hein. C'est vraiment la base de la santé. C'est un des piliers finalement. Il y en a plusieurs, mais il est vraiment important de bouger, de bouger toutes les demi-heures par exemple, de se lever 5 minutes, marcher ou faire le tour soit du pâté de maison en confinement, soit des bureaux au travail. Et surtout, surtout, établir du lien social, je le disais tout à l'heure. Alors quand on est en confinement, c'est plus complexe évidemment. D'ailleurs, on est sur un outil là tout de suite qui nous le permet. Donc, l'utiliser, en abuser même plutôt que d'utiliser les mails. Les mails impliquent évidemment de surinterpréter, hein, de faire des projections sur ce qui est dit par l'écrit, alors que l'oral nous donne éminemment plus d'informations. J'ai dit tout à l'heure, hein, 80% de la communication se fait en non-verbal. Si on manque de ces 80%, eh bien, les 20% qui restent sur un mail sont des 20% qui donnent lieu à des surinterprétations en fonction évidemment des tendances des uns et des autres, hein. Il y en a qui surinterprètent plus que d'autres. Ce qui va donner lieu, vous le savez, c'est la base même, hein, des problèmes et des tensions interpersonnelles. Donc j'ai envie de dire, pour les managers, déjà apprendre à mettre en place toutes ces techniques de gestion du stress qui transforment vraiment l'activité cérébrale, l'activité neuro, de manière durable en plus, si c'est fait régulièrement. Alors bien sûr, je vous disais que c'est possible de travailler ces zones. Euh, comme notre cerveau il est plastique, hein, et on peut créer des nouvelles connexions, créer des nouveaux neurones, etc. Mais ça va pas se faire comme ça en claquant des doigts. Il faut du travail. Vous savez très bien que si vous voulez apprendre le piano, par exemple, vous n'allez pas progresser énormément en faisant 5 minutes toutes les 3 semaines. Ça sert à rien. Donc il va falloir s'y tenir, il va falloir travailler en fait. Donc évidemment, je vous propose pour mieux travailler, de travailler encore un peu. Mais c'est pour gagner du temps, gagner en capacité, en performance aussi derrière. Donc, il y a d'ailleurs, je me rappelle plus, je crois que c'est Gandhi qui disait ça, hein. Il disait, j'ai tellement de travail à faire aujourd'hui que je dois méditer 2 heures plutôt qu'une, en fait. J'aime bien cette phrase parce que tout simplement, ça dit quoi? Ça dit que plus on va être capable de travailler ces zones cérébrales qui permettent la régulation, plus on sera performant derrière. Et donc, c'est pas une perte de temps, bien au contraire, en fait. C'est un gain de temps à tous les niveaux et un gain de performance. Donc, j'encourage vraiment les managers à travailler ces aspects-là, à finalement à entraîner leur cerveau régulièrement à faire ce travail-là, à jouer énormément sur les relations interpersonnelles, à faire un maximum de visio, beaucoup, 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 puisqu'on n'a pas d'autre choix à l'heure actuelle, ou si c'est possible, bien entendu, de se retrouver au travail en respectant plutôt des distances importantes, plutôt sur un endroit qui est bien aéré pour éviter le masque, parce que évidemment, alors attention à ce que je suis en train de dire, hein, je suis pas en train de dire qu'il faut pas mettre le masque. Là, c'est sûr qu'il y a plutôt intérêt à mettre le masque à l'heure actuelle. Mais si on est en situation, en contexte de pouvoir l'ôter, c'est-à-dire par exemple dehors ou à un endroit qui est bien aéré ou qu'on est suffisamment éloigné les uns des autres, alors bah, c'est mieux effectivement dans cette situation-là parce qu'on va pouvoir regagner en comportement non verbal et en relations interpersonnelles qui sont vraiment la base même du bien-être. Et puis, je parlais tout à l'heure de l'autonomie, de la maîtrise de l'environnement. J'insiste là-dessus. Certaines personnes en télétravail ont l'impression des fois d'être un peu fliquées. Et d'ailleurs, maintenant, on a beaucoup de systèmes qui commencent à se mettre en place qui permettent de fliquer via la webcam les individus derrière leur ordinateur. Bon, je vous passe les aspects philosophiques qu'il y a derrière tout ça, hein. Chacun peut avoir son avis sur la société, l'éthique et la philosophie de la surveillance trop importante. Mais au-delà de ça, de manière plus concrète et plus au quotidien, moi j'encouragerais plutôt les managers à ne pas faire du flicage trop important. Bien sûr qu'il y en a qui vont prendre du temps pour eux pour faire autre chose à ce moment-là quand ils sont en télétravail. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu normal puisqu'ils ont gagné tout le temps de trajet. Ils ont gagné du temps sur plein d'autres choses. Donc forcément, eh bien, ils vont avoir un peu plus de temps et peut-être qu'à par moment, ils vont faire un peu plus de pause que le reste du temps. Mais c'est normal en fait. Ça, c'est juste mathématique.
Donc, c'est pas un souci. Il faut pas encourager la motivation extrinsèque qui serait due essentiellement à de la coercition et à un flicage trop important, mais plutôt la motivation intrinsèque. Et on l'a vu, la motivation intrinsèque, c'est basé sur je vais me lever le matin pour le faire. Ça passe par quoi? Ça passe par la notion d'autonomie, la sensation de maîtrise de son environnement, ses tâches et la gestion de son propre temps également. Alors évidemment, c'est plus valable pour certains qui ont plus d'aptitude à gérer leur temps et d'autres qui ont plus de difficultés. Dans ce cas, il faut mieux leur donner des conseils sur la gestion de leur temps, les former à ça peut-être. Mais en tous les cas, c'est sûr que améliorer l'autonomie et la maîtrise de l'environnement et donc plus baser, on va dire, son management sur la performance et sur ce qui est rendu au final, plutôt que sur le nombre d'heures passées derrière l'ordinateur, c'est évident que ce sera tout bénéfice. Merci Laurie. Avant de passer la parole à Frédéric, une petite question justement qui vous est posée aujourd'hui. Il y a certains managers qui encaissent la pression et le stress venant de la hiérarchie. Certains contiennent le stress à leur niveau et ne le répercutent pas dans les équipes. D'autres le répercutent dans les équipes, ce qui peut être néfaste à moyen terme. Je pense que beaucoup ont vécu cette situation. Comment inverser la tendance? Est-ce que vous pouvez nous faire une réponse courte sur cette question d'un des intervenants? Je vais laisser Frédéric répondre à cette question. Je pense qu'il sera plus à même. Si tu veux, pas de souci, mais je pense que la clé, c'est ce qu'enfin, tu l'as dit plusieurs fois, c'est l'autonomie, je pense. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à faire confiance, et c'est très important, hein. Dans le nombre de variables qui sont liées à l'espérance de vie. Vous allez me dire que je parle beaucoup d'espérance de vie, mais pourquoi je parle beaucoup d'espérance de vie? Parce que c'est le critère de jugement ultime, hein. Si par exemple vous prenez un médicament antihypertenseur, c'est pas pour faire baisser la tension artérielle, c'est parce que si vous avez trop de tension artérielle, vous allez mourir. Donc on veut à travers ça diminuer la mortalité. Donc là, je répète ma question, hein, quelles sont les variables que vous connaissez qui sont liées à l'espérance de vie? Vous allez me dire la fréquence cardiaque de repos, par exemple, oui. Votre cœur bat de façon basse spontanément, plus vous allez vivre vieux et en bonne santé. Ok, mais vous en connaissez pas, il y en a pas tant que ça des variables. Eh bien, la perception du travail. La perception que vous avez de votre travail est liée ni plus ni moins qu'à l'espérance de vie. Et il y a deux modèles en particulier qui sont liés à l'espérance de vie. Vous avez le modèle effort-récompense, donc quelle récompense vous avez en fonction des efforts fournis. Et le deuxième modèle, c'est le modèle Job Demand Control. En anglais, Job Demand, c'est la charge de travail, et Job Control, qu'est-ce que c'est? C'est l'autonomie, c'est la latitude décisionnelle. C'est quelle latitude j'ai, quelle autonomie j'ai dans mon travail pour répondre à ma charge de travail. Eh bien, ce facteur-là est lié ni plus ni moins, j'insiste, hein, mais à l'espérance, la perception que l'on a de notre travail est liée à l'espérance de vie. Et il est 58, donc j'ai pas le temps forcément de prendre des exemples, mais c'est très bien démontré dans la littérature. Donc mon conseil, pour être bref, c'est d'apprendre à faire confiance et de laisser de l'autonomie aux salariés et de les écouter, même s'ils n'ont pas de diplôme, même si finalement, qui va être l'expert, même si c'est dans du travail à la chaîne. Vous avez un salarié qui fait un travail à la chaîne et qui va faire, par exemple, 50 000 fois par semaine, par exemple, le même geste. L'expert, c'est lui. S'il vous dit que c'est 3 cm trop ou que ça irait mieux, a priori, il a raison et en tout cas, ça vaut le coup d'écouter. L'expert du travail, c'est la personne qui fait le travail. Et on s'aperçoit qu'en fait, en écoutant les personnes, la plupart du temps, ça se passe mieux en écoutant les collaborateurs, tout simplement. Donc, laissez de l'autonomie. S'il y a un seul message, je dirais, laissez de l'autonomie. Merci Frédéric, c'est très très clair et j'imagine, alors vous avez parlé beaucoup tout à l'heure de comment on peut comprendre certaines situations. La médecine cachée, est-ce que, et je vais interroger Thomas, hein, qu'on n'a pas beaucoup entendu depuis tout à l'heure, mais Thomas, finalement WITIFIT, ça répond, c'est les mêmes 4P. On parlait tout à l'heure de préventif, participatif, personnalisé et prédictif. Est-ce que la promesse WITIFIT, c'est ces 4P? Ton micro, Thomas.
C'est peut-être pour ça qu'on t'entendait pas depuis tout à l'heure. Non. Oui, c'est vrai, désolé. C'est exactement ça, et c'est ce travail donc avec Samuel qu'on est vraiment allé chercher avec Frédéric. C'est-à-dire que on voulait vraiment pouvoir mettre en avant que derrière des comportements humains au travail se cachent en fait des réflexes humains et scientifiques, et que derrière, c'est la façon dont on réagit qui va induire des comportements plus ou moins positifs ou négatifs. Et donc, on l'a bien vu, et c'est pour ça qu'à la limite, c'était très bien que mon micro soit coupé, parce que là, on n'avait pas un discours. Le but du jeu, c'est pas de donner un discours commercial en disant l'écoute des collaborateurs, c'est quelque chose d'essentiel. Là, c'est la science qui dit, derrière cette notion d'écoute, derrière cette notion de comportement, de skills, de confiance, d'autonomie, j'ai noté de buts, de relations humaines, d'apprendre, etc. Tous ces éléments vont favoriser justement la performance et l'épanouissement individuel et collectif. Donc, c'est très clair qu'aujourd'hui, par l'intermédiaire de ces systèmes d'écoute, d'analyse et de restitution qui est faite au management, avec justement en plus la notion des idées, c'est-à-dire que Frédéric disait il faut les écouter, il ne faut pas les écouter que sur leur ressenti au travail, il faut aussi les écouter sur qu'est-ce qu'ils proposent. L'association des deux permettra de donner des meilleures capacités de décision, et là on reprend la décision, le process de décision qu'évoquait Laurie, pour que la performance collective soit au rendez-vous. Donc ces outils-là, c'est vraiment la transcription scientifique de phénomènes inductifs qu'on génère dans nos comportements au travail. Et donc la promesse, c'est effectivement ça, c'est au travers de ces systèmes-là, nous donner les meilleures façons de pouvoir opérer. Et bien évidemment, on a des ADN qui vont être différentes d'équipe par équipe, etc. D'où effectivement ce côté personnalisé, d'où ce côté aussi prédictif parce qu'on suit dans le temps, etc. Et donc c'est équiper les entreprises, les managers et les collaborateurs dans cette mouvance-là. Merci beaucoup. Merci vraiment à Laurie, Frédéric et Thomas nous avoir permis de prendre un peu de hauteur ce matin. En résumé, je dirais confiance, autonomie, relations interpersonnelles et point de vigilance fort sur le stress aussi, bien évidemment. Voilà un petit peu les clés pour réussir. Mais pour cela, il faut être dans un modèle à la fois participatif et j'étais ravie de faire votre connaissance ce matin, ravie que vous ayez pu nous éclairer un petit peu. Et je pense, comme vous, que la recherche scientifique doit venir véritablement aussi outiller le monde du travail et que malheureusement, on ne se saisit pas suffisamment de vos travaux. En tout cas, merci de les avoir partagés avec nous. Et puis, d'ici quelques semaines, avec Thomas, on restituera l'étude de l'IFOP que nous avons faite avec Jérôme Fourquet. Nous avions, au moment du premier déconfinement, en mai 2020, interrogé les actifs sur leurs attentes vis-à-vis de leur manager, vis-à-vis de leur entreprise, comment ils se sentaient, et nous avons actualisé cette étude et nous aurons les résultats d'ici 10 jours. Donc on verra si ils attendent également ces dimensions de confiance, d'autonomie et bien sûr de relations interpersonnelles. D'ici là, prenez soin de vous tous et merci encore de votre participation et je vous souhaite à toutes et à tous, à tous les participants, une excellente journée. Merci. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Merci. Au revoir. Laurie, Fred, merci Excellente beaucoup. journée. Au revoir.